Bonjour à tous et bienvenue dans ce rendez-vous dédié aux nouvelles technologies hebdomadaires. Sur le web, c'est le JTech. Bonjour Jérôme Colombin. Salut François Sorel. L'actualité high-tech cette semaine, eh bien, une fois de plus, c'est l'iPhone. Alors pas celui que vous connaissez, mais le nouveau, le futur, présenté officiellement il y a quelques jours. Ouais, il n'y a pas que l'iPhone dans la vie, Jérôme. D'autres constructeurs aussi s'apprêtent à sortir peut-être l'iPhone Killer. On en a peut-être trouvé un, il s'agit du nouveau Samsung Wave. On va parler également de football dans le JTech cette semaine. Bon, de football et de nouvelles technologies. L'impact de la Coupe du Monde sur les ventes de téléviseurs, sur le développement de la 3D, c'est le sujet du dossier. Et puis on terminera par quelques petites geekeries, le petit déballage high-tech de cette fin de JTech, avec entre autres, vous allez voir un système pour recharger vos mobiles qui est vraiment insolite. Soyez les bienvenus. Kaspersky, expert en sécurité informatique. Voilà le JTech donc qui revient dans son studio d'origine. On était à Roland-Garros et Monaco, mais c'est surfait finalement, on peut vous le dire. On est beaucoup mieux ici. Il faisait trop chaud. Jérôme, on commence ce JTech avec la grosse actu de la semaine. Ça y est, l'iPhone 4 a été annoncé par Steve Jobs himself. Oui, en début de semaine à San Francisco, le big boss de la marque à la pomme a donc dévoilé le fameux iPhone qui va remplacer celui que vous avez peut-être aujourd'hui dans votre poche. Alors, vous l'avez déjà vu, cet iPhone 4, rappelez-vous. Attends, tu veux le voir? Tu l'as? Mais bien sûr, je l'ai. Non, c'était pour plaisanter. Ça, c'est de la frime. Ouais. Bon, on l'a déjà vu parce que dans quelques jours. C'est exactement le fameux iPhone qui avait été perdu ou volé dans un bar de Californie et dont les images ont été diffusées sur le site américain Gizmodo. Ben voilà, cette fois, c'est officiel. Un nouveau design, le smartphone le plus fin du monde, a dit Steve Jobs. Il en a dans le ventre quand même, quand on regarde un petit peu ses spécificités techniques. Donc Machine très puissante, le plus fin du monde, il a quelques grammes en plus par rapport à l'iPhone que l'on connaît, le 3GS. Écran et vidéo HD, ça c'est quand même l'un des gros plus, avec un écran qui est 4 fois plus fin que celui de l'iPhone qu'on a aujourd'hui. Voilà, une meilleure résolution qui est en fait presque la résolution de l'iPad d'ailleurs. Caméra en façade aussi, donc ça va nous permettre de faire la visiophonie. Alors ça c'est amusant parce que la visio, ça existe, les opérateurs nous ont bassinés pendant des années avec la visiophonie, ça n'a jamais décollé en France. Et puis Steve Jobs annonce ça comme une fonction magique. Est-ce que ça va décoller? On verra bien. En tout cas, c'est vrai que les images de démonstration que vous pouvez voir en ce moment sont quand même assez impressionnantes. Mais ce sera de la visiophonie très encadrée parce qu'en fait, François, la visiophonie ne pourra se faire que d'iPhone 4 à iPhone 4 et en plus uniquement à condition d'être connecté en Wi-Fi. Donc on ne pourra pas faire ça dans la rue en 3G a priori, en tout cas dans un premier temps. En tout cas pour l'instant, on verra bien pour la suite. Concernant le prix, bon, on a des prix en dollars mais qui ne veulent pas dire grand-chose puisque c'est lié à un abonnement. 6 000 $, c'est ça? À peu près 6 000 $. Non, 300. Pour l'instant, on n'a pas encore de véritable tarif en France. On peut imaginer qu'il sera à peu près entre les 200 et 300 € avec prise d'abonnement ou renouvellement. Donc gardez bien vos points, comptez-les si vous êtes chez tel ou tel opérateur pour voir si vous allez pouvoir vous offrir ce nouveau téléphone qui sort là, fin juin. Qui sort très bientôt, le 24 juin. Donc évidemment, dès que possible, vous le verrez ici dans le JTech. Tiens, il faut préciser aussi qu'il sera équipé du nouveau système d'exploitation, le nouveau logiciel qui s'appelle iOS 4. Et si vous décidez de conserver votre ancien iPhone, de ne pas acheter celui-là, vous pourrez quand même faire la mise à jour s'il n'est pas trop vieux, votre iPhone actuel, et profiter des nouvelles fonctionnalités, notamment le multitâche et des tas de choses plutôt agréables. Voilà, et puis à noter que le premier iPhone 3G qui était sorti il y a 2 ans, lui, s'en va, va rejoindre le cimetière des iPhones puisqu'il va sortir de la gamme dans les jours qui viennent. Bon, en attendant l'iPhone, on vous a apporté quelque chose de très concret aujourd'hui qui va sortir très prochainement et peut-être un concurrent très sérieux pour l'iPhone. C'est le futur téléphone de Samsung qui s'appelle le Wave. Alors pourquoi est-il particulier, François? Parce qu'il a des mensurations technologiques, Jérôme, qui font vibrer tous les geeks que nous sommes. En fait, ce Wave est très intéressant déjà parce qu'il a un écran sublime. Tu sais, c'est la mode maintenant de ces écrans AMOLED. Ouais. Ce sont des écrans qui ont une luminosité incroyable et qui, en plus, consomment moins que les écrans traditionnels. Super AMOLED. Super AMOLED. D'ailleurs, le nouvel iPhone dont on a vanté les mérites il y a quelques instants ne bénéficiera même pas de cet écran, puisqu'en fait, c'est Samsung qui fabrique ces écrans-là.
écran-là et à réserver cette exclusivité de cet écran pendant encore quelques mois. Ce qui fait que sur ce Wave donc de Samsung, vous avez le top du top des nouvelles technologies. Écoute plutôt, Wi-Fi N, donc la dernière génération de Wi-Fi, un Bluetooth 3.0. Alors ça vous dit pas grand-chose, mais ça va vous permettre en fait d'avoir une batterie plus importante. C'est un Bluetooth qui consomme moins d'énergie, entre autres, et qui permet des débits encore plus importants. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a le GPS, il est HSDPA bien évidemment. Il filme en HD, tout comme l'iPhone 4 qui sort dans quelques jours. Il a un appareil photo de 5 mégapixels et en plus, je le trouve plutôt joli quand même. Voilà, tu as bien raconté la chose et on va ajouter que c'est le premier téléphone Samsung doté d'un système d'exploitation tout nouveau qui a été conçu par Samsung qui s'appelle Bada. C'est très ambitieux de la part de Samsung de vouloir lancer comme ça son propre écosystème, parce que c'est ça un système d'exploitation aujourd'hui, ça veut dire des applications développées spécialement pour Bada. Tout à fait. Est-ce qu'il y en aura assez, etc. Écoutez, pour en savoir plus sur ce nouveau téléphone, une responsable de Samsung qui nous en parle. Alors aujourd'hui, on a 4 principales caractéristiques sur le Wave qui sont l'écran Super AMOLED avec un écran ultra lumineux, beaucoup de contraste et qui permet dans des angles de vision un petit peu difficiles tels qu'en plein soleil ou ce genre de choses d'avoir une luminosité, une lisibilité parfaite de l'écran. Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, comme on est sur un nouvel OS ouvert Samsung, on a un magasin d'applications qui s'appelle Samsung Apps. Donc on va pouvoir télécharger plein d'applications, les mettre sur notre téléphone, pouvoir le customiser à notre guise et pouvoir mettre exactement les applications qui nous semblent intéressantes et ce qui nous plaît. Et combien en avez-vous pour l'instant? Donc à l'heure d'aujourd'hui, en local, on est sur 150 applications. On est amené à travailler avec beaucoup de développeurs, des juniors entreprises, des entreprises de développement d'applications qui qui travaillent d'arrache-pied pour justement développer le plus d'applications possible en local. Et après, tout ce qui vient des autres filiales de la Corée, qui sont des applications qui sont en anglais, sont amenées à évoluer et à bouger. Et on est toujours en train de travailler là-dessus. Ensuite, on a le Social Hub, qui est notre système de messagerie unifié qui va nous permettre de mettre en une seule interface de notre répertoire nos contacts de Facebook, notre contact de mon Twitter, mon MySpace, toutes nos communautés en une seule interface. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Et la quatrième particularité, c'est tout ce qui est multimédia, puisqu'on embarque un appareil photo de 5 mégapixels avec un flash, on a de la vidéo HD, on est certifié lecteur DivX, on a tout ce qui est lecteur MP3, radio FM avec une nouvelle interface, avec une nouvelle bibliothèque intelligente, avec des pochettes d'albums, etc., qui sont très sympas à utiliser. Donc on a vraiment travaillé l'aspect multimédia. Bon, alors d'accord, ça c'est un peu le discours marketing d'une grande marque comme Samsung, mais bon, on ne va pas s'arrêter là, on va essayer de le tester ce téléphone pour voir ce qu'il a dans le ventre, Jérôme. On va le prendre en main et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un test du Wave sur la chaîne techno.com. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous dédié aux nouvelles techno hebdomadaires. C'est le JTech. Donc sur le web, Jérôme, l'actualité de la semaine, on ne peut pas y échapper, bien sûr, c'est la Coupe du Monde de football. Ouais, alors d'ailleurs, il va nous faire une salto arrière avec son ballon, Jérôme, vous allez voir, c'est ma spécialité. Peut-être un retour de magie à la fin, parce que ça sera vraiment de la magie. Oui, absolument. On est d'accord. Non, c'est vrai qu'on n'est pas très bon en football, il faut l'avouer. On se soigne, on essaie de progresser un peu. On s'est penché sur les rapports entre le football et la 3D. La télévision en 3D, c'est l'événement de l'année pour les fans de high-tech. Alors on en parlait déjà la semaine dernière à Roland-Garros. Et évidemment, cette année, ça va être la première Coupe du Monde de football partiellement diffusée en relief, à condition d'avoir tout l'équipement qui va bien. Alors ce qu'il y a d'amusant derrière tout ça, c'est le marché de la télévision qui explose tous les 4 ans lors de chaque Coupe du Monde. Rappelle-toi, dans les années 80, l'explosion des ventes de magnétoscopes, c'était les premiers magnétoscopes VHS qui sortaient justement à l'occasion de la Coupe du Monde de foot. Et c'est vrai que tous les 4 ans, pour chaque Coupe du Monde de foot, il y a une nouvelle nouveauté technologique. Alors en 2002, c'était les écrans plats. En 2006, c'était la HD qui arrivait sur ces écrans plats. Et puis cette année, en 2010, c'est donc la 3D. Bon, alors tout le monde s'est précipité, parce que vraiment, là, le calendrier était, comme on dit, très ric-rac. Il fallait véritablement avoir tout l'écosystème 3D prêt pour donc, le début de la Coupe du Monde. A priori, c'est le cas. Et c'est intéressant parce que pas mal de grandes chaînes de télévision sont prêtes finalement pour retransmettre quelques-uns de ces matchs en 3D. Oui, du foot en 3D, il va y en avoir sur TF1, sur Orange TV et sur Canal+. Et écoutez l'un des responsables de Canal qui nous en parle. Nous avons expérimenté depuis maintenant plus d'1 an un certain nombre de programmes en 3D. On a produit du football, on a produit des matchs de boxe, on a également produit des émissions de flux avec les Guignols. Et je dirais maintenant on est capable d'avoir un produit de qualité qu'on peut proposer à nos clients.
Et la Coupe du Monde était l'occasion unique de proposer une première expérience de 3D sur l'ensemble du territoire français. Concrètement, comment ça se passe pour l'abonné? Alors pour l'abonné, c'est très simple, il suffit qu'il soit abonné à Canal+ HD, qu'il soit équipé donc d'un décodeur HD, c'est le cas d'un petit peu moins d'1 million de nos clients. Et puis il pourra se positionner sur le canal 18 dès le 8 juin, nous ouvrirons le canal le 8 juin. Donc positionnement sur le canal 18, là il y aura un petit message qui va lui expliquer l'opération qu'il doit faire sur son téléviseur. Donc c'est assez simple, il suffit d'appuyer sur un bouton sur son téléviseur pour activer le mode 3D. Et tout d'un coup les images apparaîtront en mode 3D pour peu qu'on soit équipé du téléviseur et des lunettes adéquates. La Coupe du Monde se termine le 11 juillet, que va-t-il se passer sur le canal 18 à compter du 12? Eh bien, le canal 3D va continuer d'exister après la Coupe du Monde, après la diffusion de la finale en 3D. Et là, on proposera un certain nombre de programmes. Alors, on n'a pas encore une liste définitive, mais on essaiera d'alimenter ce canal avec des contenus 3D qui sont encore aujourd'hui un petit peu rares. Mais le canal continuera d'exister au-delà du 11 juillet. D'abord, le réseau le plus adapté, évidemment, à la 3D, c'est le satellite, parce qu'il permet de transporter la quantité de signaux qui est nécessaire pour diffuser des images en qualité 3D. Et puis également on expérimentera ce canal 3D sur la fibre optique, en particulier avec SFR. La DSL peut être compatible? La DSL pourrait être compatible à condition d'être très proche du commutateur auquel est relié votre domicile, mais très proche, donc c'est très compliqué à expliquer aux clients. On va plutôt se limiter dans un premier temps au satellite et à la fibre. Bon, une chose est sûre, Canal+ est prêt pour la diffusion de matchs en 3D. Et puis la bonne nouvelle, c'est que c'est complètement gratuit. C'est pas une option payante. Tu sais, ils aiment bien les options payantes en général chez Canal+. Il faut savoir que 1 million de décodeurs, via une mise à jour, peuvent être compatibles avec donc la télévision en 3D. Bien. Bonjour Christophe Joly. Bonjour. Alors comment peut-on regarder les matchs de la Coupe du Monde? On l'a dit sur Canal, mais il n'y a pas que Canal+. Aujourd'hui, c'est quoi l'offre? En fait, TF1 a signé un accord pour son canal 3D également. 5 matchs vont être proposés par la chaîne privée via Orange TV, Free et Bouygues Télécom évidemment, qui est une filiale de TF1. Donc là, ce sera très simple. Il suffit d'avoir des décodeurs compatibles et d'avoir un débit suffisant à la maison pour pouvoir capter le canal en 3D. Tu vas être heureux. Sans surcoût également. TF1 aussi s'y met. TF1 va retransmettre des matchs en 3D, je crois. Voilà, ils en retransmettent 5, sachant que via CanalSat, et donc Canal+, vous aurez aussi accès aux matchs dont TF1 a les droits. Un accord a été signé entre les deux chaînes pour permettre d'accéder aux matchs de TF1 en 3D via la fibre optique, via SFR ou via Free ou via le satellite. Donc tout ça, ça devrait vraiment contribuer à l'engouement, enfin en tout cas à un début peut-être de phénomène 3D. Ça va contribuer à l'adoption de la 3D en France. Est-ce qu'on a une idée de l'influence que ça peut avoir sur les ventes de téléviseurs? Ça aura forcément une vente très forte, sachant que là on part de zéro, parce que les téléviseurs seront en vente depuis le mois d'avril, ils sont assez chers. Selon l'Institut GfK, ils devraient s'en vendre 200 000 cette année. 200 000, c'est juste rien du tout par rapport à 8 700 000 téléviseurs qui devraient être vendus cette année. Donc on a un peu de difficulté à mesurer ça, parce qu'après, une fois le 12 juillet, quand la Coupe du Monde sera terminée, qu'est-ce qu'il va y avoir sur ces canals 3D? Pas grand-chose pour le moment. Il faut les nourrir. Mais justement, quand on pose la question à Canal+, ils prennent vraiment ça sérieusement, la télévision en 3D, ou est-ce que c'est parce qu'il faut y être finalement? Vous les avez rencontrés, hein? Oui, je les ai rencontrés. Pour l'instant, on est en phase d'expérimentation. C'est-à-dire qu'eux-mêmes concèdent que la qualité ne sera pas forcément au rendez-vous dans le cadre de la Coupe du Monde, par exemple. Il y a certaines images qui ne sont pas adaptées à la 3e dimension. Donc voilà, on va faire un bilan. Et effectivement, si en face il y a des équipements, parce qu'il faut quand même des gens pour la regarder, ces télévisions en 3D, ils vont voir, ils vont s'adapter s'il y a une demande, évidemment. Ce qui serait dommage, c'est qu'en fait, ce soit déceptif. C'est-à-dire que si la 3D n'est pas à la hauteur, si finalement on a une mauvaise expérience, ça pourrait jouer de manière négative. C'est le cas chez TF1 où ils sont très circonspects. Eux se demandent si finalement la 3D n'est pas plus adaptée au cinéma. Ils font des tests depuis quelques temps en proposant des matchs de foot par exemple en 3D dans certains cinémas. Et in fine, ils se demandent si le fait d'être isolé dans son salon avec des lunettes ad hoc ne coupe pas un peu. Et on se demande si on va pas avoir des maux de tête, voire des vomissements. Voilà. Ouais. Sur le canapé, ça fait tâche quand même. Vomir sur le canapé, c'est pas terrible. À noter que c'est vrai que plusieurs matchs seront retransmis, vous le disiez, dans des salles de cinéma. Alors, renseignez-vous tout simplement dans votre région. A priori, le prix de la place n'est pas donné. C'est plus cher qu'une place de cinéma traditionnelle, c'est 15 €. Mais moi, je me pose la question, c'est vrai qu'un match de foot, en général, on le regarde entre potes, en famille, etc., pour voilà, un peu se défouler. Là, regarder un match de foot dans une salle de ciné, je ne suis pas persuadé que ça fonctionne. Est-ce qu'ils vendent des pizzas? Voilà, est-ce qu'ils vendent des pizzas? Des bières, tout ce qu'il faut. C'est après la femme de ménage qui va avoir du travail. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que donc on est vraiment dans une période cruciale, on est à un tournant. Il y a beaucoup d'interrogations encore, beaucoup d'inconnus. Sur les volumes, sur le contenu, sur les coûts de production qui sont quand même très élevés. Ça coûte à peu près 2 fois plus cher de produire un match de foot en 3D
alors qu'en 2D, ça coûte relativement moins cher. Ouais, on sent, il y a même la Nouvelle Star, un épisode de la Nouvelle Star, l'émission phare d'M6 qui a été tournée en 3D. On sent que les diffuseurs sont obligés d'y aller parce que finalement, c'est peut-être avec ce genre d'innovation technologique qui feront la différence par rapport aux autres. Voilà, sachant qu'on peut aller au-delà du sport. Hein, selon certains, les documents animaliers sont particulièrement adaptés à ça, les dessins animés évidemment, mais aussi le cirque, certains opéras. Et Marc Dorcel, le producteur de films pornographiques, est clairement dessus puisqu'il va produire des films cet été en 3D. Que nous avions reçu ici, hein, le responsable de Marc Dorcel Productions. C'est vrai, Jérôme, tu vois, pour les documentaires animaliers, c'est bon, on pourra te filmer et le résultat sera sympathique en 3D. Il est drôle. Merci beaucoup, Christophe Joly. Merci à vous. La suite de l'actualité high-tech dans le JTech avec du nouveau en ce qui concerne la navigation routière. Un petit nouveau, un nouvel acteur sur ce marché. Start-up, je crois. Hein. Oui, alors il s'appelle, attendez... Obscur. Google, voilà, c'est Google. Ça dit quelque chose, Google, oui. Tu vois à peu près? Oui. C'est des Américains qui lancent un système de navigation routière, de guidage en fait, sur téléphone Android. Alors ça existe depuis de nombreux mois aux États-Unis, et puis ce système arrive en France, effectivement. Et alors là, c'est complètement bluffant, parce qu'en général, quand tu te balades dans une rue avec un GPS, tu as des graphismes qui sont plus ou moins fidèles à ce que tu vois véritablement. Sauf que là, vous avez vraiment les prises de vue de la rue. C'est vraiment impressionnant. Vous avez l'impression d'être dans la rue. C'est le service Google Street View qu'on connaît bien sur ordinateur, qui devient accessible maintenant en mobilité dans la voiture. Et ce gratuitement, c'est ça qui est fort. Alors voilà, ça c'est la grosse nouveauté. Ce service de navigation est complètement gratuit. Bon, oui. C'est peut-être un pavé dans la mare qui pourrait pas mal faire bouger les choses. Alors on va rappeler que Nokia propose depuis pas mal de temps aussi, enfin depuis quelques temps, le GPS gratuit sur ses téléphones mobiles. Les autres n'en sont pas encore là, mais on sent qu'il y a de plus en plus de promotions, les prix qui baissent, etc. Tout à fait. Et on peut se poser la question de savoir, aujourd'hui donc ce Google Navigation arrive sur Android, le système d'exploitation de Google, mais on peut très bien imaginer le voir aussi arriver sur d'autres smartphones réputés, comme par exemple l'iPhone, hein, c'est complètement jouable. Et à ce moment-là, quid des autres spécialistes de la navigation, les TomTom, les Garmin, qui eux facturent, et en général très très cher, hein, leur service de navigation. Donc ça va être très intéressant de voir comment va évoluer ce marché dans les mois qui viennent. À suivre. Voilà, et pour terminer ce JTech, allez, une petite sélection de produits high-tech, soit rigolos, soit qui peuvent vraiment servir à quelque chose. Et on va commencer par de la cybersurveillance, Jérôme. Si vous êtes en train de réviser vos examens, regardez la manière dont vous passerez peut-être votre bac ou tout autre examen dans quelques années à la maison, sans sortir de chez vous grâce à un cybersurveillant. Alors voilà, c'est une caméra à 360 degrés. Ça a l'air sympathique. Un micro qui écoute que personne ne vous souffle les réponses dans le creux de l'oreille. Un logiciel sur votre ordinateur qui surveille que vous n'êtes pas en même temps sur Wikipédia ou sur Google. Bref, vous êtes chez vous, c'est vrai, mais vous êtes sous contrôle. Vous êtes sous l'œil de Big Brother et vous passez votre examen. Voilà, c'est testé actuellement aux États-Unis, en Grande-Bretagne, et ça pourrait peut-être arriver un jour en France, on ne sait pas. Tiens, peut-être que demain, la machine à voter à la maison sera équipée de ce système-là, hein, pour qu'on vérifie véritablement que c'est vous qui votez, pourquoi pas. Hein. Et puis après, la machine qui va surveiller ce que tu manges, la machine qui va surveiller bien, si les enfants sont bien brossés les dents. C'est pas du tout Big Brother, cette histoire-là. Mais bon, tu sais quoi, un bon vieux virus, puis bon, voilà, c'est terminé. Bon, alors, autre chose. Ouais, alors là, on s'intéresse à la musique maintenant. Un peu de musique. Tu me disais tout à l'heure en préparant JTech que tu aimerais bien t'offrir l'un de ces appareils, c'est ça? Oui. Ces instruments de musique. Alors en plus, si je savais jouer, ça serait encore mieux. Mais regardez ça, c'est probablement l'instrument du 3e millénaire. Ça s'appelle la Eigenharp. Ça mélange. C'est un peu voilà, c'est un peu bizarre quand même. Hein, ah, c'est bizarre, oui, c'est un peu exotique, c'est vrai. C'est un mélange entre le synthétiseur et la clarinette, un clavier, mais avec des touches assez particulières, et puis je ne sais pas comment ça s'appelle, une hampe pour souffler. Et voilà, ça crée des sonorités d'un genre complètement nouveau. Donc c'est plusieurs instruments en un, quoi. Oui, c'est un peu le Rémi Brica voilà, de ce nouveau millénaire finalement. Ouais, version électro. Version électro, c'est pas mal. Ça permet d'avoir la sonorité d'une guitare, d'une basse, d'un clavier ou d'un saxophone. En plus. Sympa. Et ça coûte dans les 5 000 €. Ah, ben voilà, oui. Je t'en mets une paille. Oui, s'il te plaît. Voilà, Eigenharp. Et puis, on va terminer, tiens, avec ce petit truc rigolo. C'est avec Orange essaie d'innover en proposant plein de choses sympathiques. On en avait parlé d'ailleurs dans ce JTech il y a quelques temps de cela. Là, ils se sont creusé la tête pour faire recharger des téléphones alors qu'on danse.
Et ça se déroule en ce moment, cette expérimentation, en Angleterre, lors d'un festival musical très connu. En fait, certains participants de ce festival vont chausser des bottes. Alors on les voit là, elles sont pas très belles. Hein. C'est pas les bottes. Il faut danser avec ces bottes là? Alors tu danses avec ces bottes et ça va produire de l'énergie qui va recharger ton téléphone. Donc il faut que les bottes soient connectées à ton téléphone. Et en fait, c'est la chaleur dans les bottes, c'est ça? Ouais. 12 heures de marche, c'est 1 heure de recharge, quoi. Donc il faut vraiment y aller, quoi, pour pouvoir passer un coup de fil. Et plus tu sens des pieds, et plus ça charge vite ou... Alors voilà, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a un système très compliqué qui fait que lorsque vous bougez le pied, ça va activer tout un système qui va recharger une petite dynamo, mais il y a aussi la chaleur que dégage le pied dans la botte, voilà, qui va faire que la chaleur qui monte va accélérer le chargement de la batterie. C'est simple. Hein. Ça va être sympathique cette histoire. Heureusement que c'est en plein air, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est la fin du JTech. D'autres geekeries évidemment la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Salut à tous. Bon, alors pour les plus courageux d'entre vous qui restent juste après le générique du JTech pour regarder le tour de magie de Jérôme Colombin, eh bien, vous n'allez pas être déçus encore une fois cette semaine. Tu sais que Gérard Majax veut t'attaquer en procès, en fait. Hein. Tu es en train de piquer son business, hein, dans les MJC, tout ça. Je suis désolé, mais moi, je suis d'une famille de grands magiciens. C'est vrai. C'est une tradition familiale. Et Raymond Copperfield, rappelons-le. Je répète énormément avant chaque JTech. C'est d'ailleurs ce qui me demande le plus de travail. Hein. D'accord. Alors là, tu peux nous en dire, tu peux l'introduire comment, ce tour de magie? Donc voilà, alors c'est assez simple. Oui. Vous l'avez certainement déjà vu, mais c'était moins bien fait là où vous l'avez vu. Donc c'est l'histoire d'une petite boule. Voilà. Donc tu vas nous montrer tes boules. Alors. Donc une petite boule rouge. Enfin, t'en as qu'une finalement. Comme ça. C'est étonnant. Voilà. D'accord. Alors, où est-elle? Ah! Je te pose la question. Oh là là, où est-elle? Attention, parce qu'on n'a pas répété, il faut que tu donnes la bonne réponse. D'accord, je vais dire là. D'après toi. Elle est là? Moi, je pense qu'elle est là. Eh non, elle est là. Voilà. Ouais, pas mal. Désolé.